Lady, vous écoutez, nous parlons d'un beau métier, c'est le métier d'aide-soignante. Et comme tous les métiers, celui-là aussi à l'envers du décor. Des surprises, des choses peut-être auxquelles on ne pense pas souvent. Je voudrais grandement remercier notre invitée qui nous a proposé ce sujet-là, c'est Nzita Mbenza. Bonjour madame. Bonjour Madame Lady. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous n'êtes pas seule avec nous. Autre infirmière aujourd'hui, aide-soignante, pardon, aujourd'hui à la retraite, c'est Marie-Odette Maricourt. Bonjour madame. Bonjour madame. À vos côtés, Michel Maricourt, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes rotativiste, donc imprimeur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de profession. Et puis vous avez dû aller à l'hôpital, vous aussi. Donc le travail des aides-soignantes, vous le connaissez d'une certaine manière. Et puis, avec nous, Joseph Delair-Tchamga, bonjour. Bonjour Lydie. Écrivain, essayiste, avec à son actif le volume 2, Les univers et les êtres, sexe et genre. Alors je présente ceci à la caméra. J'ai vraiment grand plaisir à vous recevoir sur ce plateau puisque vous faites découvrir à nos téléspectateurs ce deuxième volume. Bien sûr, vous avez accepté de participer à notre discussion aussi. Les aides-soignantes, vous les connaissez, ces dames-là? Bien sûr. Vous allez souvent à l'hôpital? Oui, oui. Et alors? Je les respecte beaucoup, parce qu'elles font un travail formidable. Vous dites ça parce qu'il y en a une à côté de vous? Non, elles font un travail formidable. Il faut voir ce qu'elles font, franchement. Donc c'est elles qui font le travail, sont très proches des malades. C'est elles qui accompagnent les malades. Franchement, il faut les respecter. Bon, alors Nzita Mbenza, vous avez la parole. Aide-soignante, c'est un métier. On voit quand on est à l'hôpital, on ne se sent pas très bien, n'est-ce pas? Donc on voit tout le monde avec des blouses. On ne sait pas qui a la blouse de quelle couleur et on appelle tout le monde docteur. Comme ça, on a l'espoir d'être bien traité. Alors, que font les aides-soignantes exactement? Alors, les aides-soignantes ou soignants ont un rôle très très important auprès des malades. Et ils assistent au service quotidien des malades. Comme moi, je commence par exemple à 7 h jusqu'à 19 h. Donc, on est censé être là pendant 12 heures, à part la pause, pour satisfaire le besoin, venir en aide aux besoins des malades, surtout des personnes âgées. Je travaille chez les personnes âgées. Donc voilà, et je trouve ça, c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup. Je le fais avec amour, avec l'humanité. Déjà, je veux vous dire que je viens de l'Afrique, où chez nous, il n'existait pas déjà des structures des personnes âgées. Et nous, les personnes âgées, je pense que vous le savez, on les garde avec nous. Et quand on voit ces personnes âgées-là qui sont parfois aussi seules, qui n'ont pas d'enfants, des familles et tout, ça fait toujours un plaisir de leur donner ce qu'ils ont donné aux autres, parce qu'ils ont donné, ils ont travaillé, ils ont contribué à la société. Ils ont du mérite aussi, il faut les respecter, il faut leur donner ce qu'ils ont donné aussi. Donc voilà. Il y a des gens qui perdent l'air autonome aussi, il y a des gens qui sont semi-autonomes aussi, qui ont besoin d'aide, et l'aide-soignant est là pour ça, pour leur quotidien, si vous voulez bien. Marie-Odette, vous allez nous parler de ce métier. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais avant cela, j'aimerais bien vous entendre. Monsieur, vous disiez tout à l'heure, c'est un métier que vous connaissez de l'intérieur aussi, parce que madame, votre épouse... Parce que mon épouse, j'ai toujours connu mon épouse dans le monde médical. J'étais quand même, par contre, je tiens à le dire, énormément choqué, parce que pour des raisons de retraite, j'ai été donc à Kinshasa, où ma femme est exercée. En tant que médecin, et je me suis retrouvé ici à faire ces papiers de retraite, mais je me suis retrouvé avec une aide-soignante. Et j'ai été voir ma femme plusieurs fois de suite, notamment dans des hôpitaux où ils pratiquent les décences, et elle faisait le métier et elle était payée en tant qu'aide-soignante. Alors ça, j'ai jamais compris. Il faudra qu'on m'explique, je n'ai pas compris. À partir du moment où on fait le métier, on doit être payé de la même façon que les gens qui doivent être payés, quoi. Madame, vous avez la parole. Alors, quel regard portez-vous sur ce métier aujourd'hui que vous avez le temps d'y réfléchir à nouveau? Ouais, c'est un beau métier que j'aimais. C'est le métier de l'amour du prochain. Et quand je faisais ça, donc, j'ai été assistant médical chez moi. En arrivant ici, on m'a donné l'équivalence d'aide-soignante. Ça ne m'a pas gênée parce que j'étais tout le temps tout près des patients. Comme j'aime bien ces métiers, j'étais toujours à l'hôpital à côté des patients. Et on recevait les patients à la rentrée, on les installait et puis on les soignait, on donnait des soins, ils nous demandaient des choses, on était tout près des patients. Donc j'aimais beaucoup ces métiers et jusqu'à je suis arrivée à la retraite. Voilà.
Alors, on parle de ce travail qui est fait. Hein. On va parler quand même des choses peut-être qui fâchent, mais il faut en parler. Déjà, pourquoi avez-vous choisi de nous proposer ce sujet-là? Et ensuite, vous nous direz, Joseph Delair, si vous savez, vous, faire la différence lorsque vous êtes en milieu hospitalier entre les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins. Vous arrivez à vous y retrouver? C'est vrai que j'ai un peu du mal, surtout infirmière, aide-soignante, j'ai vraiment du mal à faire la différence entre les deux. Et comment faites-vous pour vous en sortir? Je me renseigne. Généralement, je me renseigne et puis il faut que je lance un coup d'œil souvent sur les badges, quels ont des inscriptions et tout ça. Voilà, parfois il y a certaines petites références. Bon, voilà, c'est pas facile de reconnaître vraiment comme ça depuis ma bord. En tout cas, ce que l'on veut quand on est à l'hôpital, c'est être soigné. La personne qui apporte les soins, que ce soit elle qui ait fait l'ordonnance, qui ait fait la piqûre, en tout cas, on veut sortir de la guérie et on a intérêt à être gentil entre vos mains. Alors, pourquoi avez-vous voulu parler de ce sujet? Alors, je voulais aborder ce sujet parce que souvent, les gens voient l'extérieur, mais ils ne connaissent pas l'intérieur. Parlons-en. Donc, j'ai intitulé d'ailleurs l'émission « La face cachée d'un métier passionnant ». C'est un métier fascinant, plein de richesses, enrichissant. Mais l'autre face, il y a beaucoup de problèmes, des lacunes, des souffrances, des deux poids, de deux mesures, oui. Des difficultés par rapport à la charge du travail, par rapport au jugement, par rapport au regard des familles, au regard des patients, par rapport à ce que nous sommes en tant qu'immigrés, déjà je vais souligner. Et c'est pour cela que je me suis dit, il faut que ça s'entende, il faut que ça se sache. Parce qu'être à la disponibilité d'une personne du matin jusqu'au soir, ça demande une énergie formidable, déjà psychologiquement, moralement et que sais-je encore. Donc voilà, souvent on rencontre des gens qui sont gentils, les uns sont gentils et les autres pas. Et parfois on a des familles qui nous regardent de haut, genre toi aide-soignante, tu n'es qu'un bon à rien, tu viens faire le ménage chez moi. Alors que aide-soignant, c'est un métier qui demande de l'intelligence aussi. Parce que si on n'a pas étudié, si on n'a pas fait une formation, on ne peut pas être aide-soignante. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Et si vous n'avez pas une base non plus, vous ne pouvez pas être aide-soignante non plus. Moi, j'ai travaillé au pays comme secrétaire de direction. Et je me suis retrouvée en Allemagne en 1988. Arrivant là-bas, on me dira que non. Ce n'est pas possible de travailler comme secrétaire de direction. D'abord, il faut parler très bien l'allemand. Il faut. Je me suis dit, ce n'est pas grave, j'ai abandonné. D'où arriviez-vous? De Kinshasa, je viens du Congo-Kinshasa, oui. Donc voilà. Et Dieu merci pour moi, plus tard, Pôle emploi proposera des formations, dont moi j'avais choisi être aide-soignante. Déjà dans la famille, j'ai ma grande sœur qui est infirmière, j'ai des nièces qui sont des infirmières aussi. Je peux dire que bon, c'est peut-être dans la famille aussi on aime bien s'occuper. Il y a ma tante aussi qui était aide-soignante, donc ça prouve que dans la famille, on aime bien être auprès des personnes, aider les personnes. Donc j'ai choisi ces métiers. Donc, pour travailler avec les personnes âgées. J'ai travaillé un peu quelques années en Allemagne et puis après, je venais souvent voir ma tante, elle peut le dire aussi. Je me suis dit, bon, je trouve la France, ça change un peu. J'ai décidé de m'installer ici. Avec la langue qui était quand même... Au début, j'avais un peu de difficultés pour m'exprimer en français. Et plus difficilement qu'en allemand. Oui, parce que j'ai vécu pendant 16 ans en Allemagne, j'ai parlé plus l'allemand que le français. Arzo. Et quand oui, isso. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé par travailler et il y avait un médecin-chef qui était très, très gentil. Et à chaque fois, il était dans le couloir. Quand j'ai parlé, il me disait toujours, ah non, Marthe, on ne dit pas ça. Il me corrigeait. Et un jour, il me dit, mais tiens, quand même, vous y arrivez quand même. Et j'étais fière de moi. Donc, voilà. Alors, je vous ai vu acquiescer à ce qu'elle disait tout à l'heure. Il y a de la négligence à l'endroit des aides-soignantes. Avez-vous pu relever cela vous-même, même si personne ne vous avait interpellé sur ce point-là? On ne peut pas passer vraiment sans mentionner cette façon, parce que les aides-soignantes dans le milieu hospitalier, on a tendance à les voir comme des gens qui sont en bas. Utilisons juste des thèmes familiers. Et puis, je dis, c'est une erreur, c'est une très grave erreur. Parce que lorsqu'on regarde très bien la physiologie des aides-soignants, on voit la majorité sont africains. Vous voyez? Et puis, bon, c'est comme si les Africains sont rabaissés à ce niveau où il faut être aide-soignante. Et puis, maintenant, ce métier a tendance à être dévalorisé. C'est à tort.
parce que ces gens sont formidables. Ces gens sont proches de l'être. Il faut savoir même, par exemple, Marthe qui travaille chez les personnes âgées, c'est elle qui accompagne les papas dans le dernier moment. Ça veut dire que les papas là en mourant, et les c'est mamans. et les mamans, bien sûr, c'est la vision de ces aides-soignantes qu'elles ont en mémoire avant de mourir. On devait les respecter. Moi, je trouve qu'on ne les respecte pas suffisamment. Alors, cette négligence, Michel Maricourt, vous parliez tout à l'heure déjà d'un déclassement professionnel. Et puis, cette négligence qui est évoquée, est-ce que vous l'avez ressentie comme telle pour ce qui concerne votre épouse? Oui, tout à fait. J'ai assisté quelques fois à des personnes des personnes de ma couleur, par hasard, et sous prétexte que ma femme n'est pas de la même couleur que moi, on n'y peut rien, hein. Et tous les deux. L'amour n'a pas de couleur. Eh bien, se faisait traiter quand même par des pépés, des mémés, gentiment, mais non, pas gentiment, se faisait traiter carrément presque de sale noire, quand même. Bon, alors, moi, où je suis vraiment, mais très en colère en réalité, je maîtrise, mais je suis très en colère. D'un côté, ma femme a soigné des gens qui ont, soi-disant, la maladie, non, c'est vrai, des MR. Donc, des gens qui ont plus tout à fait leur tête. Bon, alors qu'ils disent ça, et éventuellement, dans leur subconscient, il en reste quand même quelque chose, mais bon, on va dire, ils n'ont plus leur tête. Et puis par contre, d'un autre côté, quand ces gens qui n'ont pas, hélas, les pauvres, tout à fait leur tête, se plaignent des aides-soignantes parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, hein, eh bien, d'un seul coup, la direction générale de tous ces hôpitaux, les établissements, eh bien, prennent ce qu'ils disent en charge et vont contre la personne qui les soigne. Alors, d'un côté, ils n'ont pas toute leur tête, ils peuvent dire toutes les méchancetés possibles à un être humain, et après, eh bien, quand ils se plaignent de l'être humain, qui, au départ, je rappelle, ma femme avait, ils étaient deux aides-soignantes pour 4 personnes à soigner, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est 2 pour combien ? Pour 23. Pour 23. Il y a un problème, et je vous en reparlerai de ce problème-là. Donc, il y a un problème, et là, d'un seul coup, quand les 2 personnes donc, atteintes des MR se plaignent parce qu'elles ne peuvent pas tout faire, eh bien, on dit, c'est celles qui les soignent qui sont mauvaises. Il y a un problème, donc. Moi, je dis un problème. Et je voudrais simplement mettre en parallèle par rapport à mon propre métier. Oui. Parce que je ne comprends pas le syndicalisme dans votre entreprise, dans toutes les entreprises. Les établissements hospitaliers. Je ne comprends pas du tout. Parce que nous, dans la presse, on a un système simple. Par exemple, on fait un journal avec 40 pages. Il faut tant d'hommes. Si jamais il n'y a pas le nombre d'hommes... Il y a moins de pages. Eh bien, il y a moins de pages où on ne sort pas le journal. Bon, alors, la déontologie veut qu'on soigne les personnes malades, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr, on ne peut pas ne pas les soigner s'il n'y a pas... Je fais un appel aux syndicats, remuez-vous pour les soignants, remuez-vous pour le monde médical, quel que soit le syndicat, parce que ce qui compte, c'est les hommes qui sont à la tête du syndicat. Bon, pourquoi ? Parce que c'est simple, si vous ne pouvez pas soigner, et là vous faites la démonstration contraire, que vous pouvez quand même soigner, mais c'est à votre détriment à vous et au détriment des malades. Mais au bout d'un moment, vous dites non, je ne fais plus que 3 personnes, 4 personnes, mais j'en fais pas 25. Faut arrêter, parce que, et j'arrêterai aussi là-dessus, non mais, autrefois ma femme a commencé, ma femme puis comme tant d'autres, hein, c'était 2 personnes pour soigner 4 personnes, et toutes les entreprises médicales gagnaient quand même beaucoup d'argent, parce que c'est pas des philanthropes, elles gagnaient de l'argent. Bon, là, elles ont diminué, mais démesurément le personnel, et l'argent, il va où ? Bon, alors, Marie-Odette, tout à l'heure, vous nous disiez, hors antenne, il ne faut pas trop lui donner la parole parce que, mais il faut bien que la vérité sorte du fond de la marmite, tout de même. Ah. Ouais. Alors, vous qui avez vécu cela de l'intérieur, voilà ce que dit votre époux, mais vous, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, c'est vrai, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faisiez à 2 personnes pour 4 patients? Aujourd'hui, Zita nous dit qu'il faut 23 patients. Pour une personne, oui. Pour une aide-soignante. Oui, c'est vrai. Et quand nous, on avait commencé à travailler, on était 4 personnels pour 8 patients. Donc, comme il a dit, 4 pour 2, on travaillait très bien. On avait le temps d'écouter nos patients. Hein, on rentre, ils nous racontent des choses, on écoute. Mais maintenant, à la fin, c'était plus ça.
disons, 13 personnes pour une selle. On travaille, on commence à 7 heures pour finir à 19 heures. Et voilà, il faut commencer à lui laver le matin et donner les petits déjeuners, et installer s'il a des examens à faire. Il faut l'amener parce que avant, il y avait des brancardiers qui nous aidaient et les kinés. Maintenant, non, les kinés, il faut les ramener les patients chez les kinés pour les faire des soins. Bon, on n'a pas le temps. J'ai 13. Quand est-ce que je vais finir? Il faut que j'aille vite. Bon, quand il vient me parler, madame, écoutez, je dis, attendez, j'arrive. Et lui, il n'attend pas. Je sors pour aller voir l'autre qui m'a appelé pour le mettre dans les toilettes. Et l'autre m'appelle parce qu'il est sale, il a mis partout. Bon, toute seule, je ne peux pas faire tout ça là. Et celle qui attend, il va dire, j'ai appelé depuis demi-heure. Personne ne vient. Je peux revenir comment? Parce que j'ai un autre, il faut que j'enlève, il va tomber. Je suis toute seule. Je ne peux pas. Donc, il faut qu'ils voient ça, qu'ils nous mettent plusieurs personnels dans des hôpitaux. Au moins, moi, je peux dire au moins 3 aides-soignants dans les étages. Ça peut nous aider. S'ils pensent à nous, ils peuvent faire ça. Nous aimons bien ces métiers-là. Comme moi, je viens aussi de l'Afrique. Chez nous, on garde nos personnes âgées chez nous. Mais il n'y a pas 10 grands-pères et 10 grands-mères. Hein. Non, il n'y a pas ça. Il y en a 4 maximum, les beaux-parents et ses parents à soi. Voilà, on garde chez nous, on aime bien l'écouter et il nous parle des choses. Surtout les personnes âgées nous parlent toujours de la guerre, des 14 à 18, et nous parlent beaucoup de choses. Ça nous fait plaisir, comme nous, on n'était pas à cette époque, ça nous fait plaisir de l'écouter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On ne paie pas, je vois l'heure, parce qu'ils vont manger à midi, il faut les médicaments, il faut tout ça. Je n'ai pas le temps, j'arrive, je ne vais pas retourner. Il faut que j'aille vite pour arriver à midi, pour les installer aussi, pour leur donner à manger. Disons, j'ai 4 personnes à donner à manger. Hein? Et 2 bras. Et 2 bras. Ouais. Comment je peux faire? Il y a des réfectoires. Dans le réfectoire, 4 là à donner à manger, comment je fais? Une cuillère là, je fais tout autour de table pour le faire manger. Qui pense à nous? Qui pense, c'est pas parce que je suis à la retraite c'est fini, non, c'est pas fini. J'ai tout le temps en contact avec mes collègues. Ah, vraiment, toi, tu es bien. Ah, nous, ici, ça va pas. Ben, là, ils pensent à nous, qui nous écoutent aussi. Ils écoutent beaucoup les patients. Ils nous écoutent pas, ils écoutent. Je vais donner un exemple. Un patient, elle a rêvé, parce que je suis allée la voir après. Elle a rêvé la nuit, une grosse dame noire est venue l'étrangler. C'est une patiente qui avait l'Alzheimer. Et le matin, ma collègue rentre dans la chambre, il a dit c'est elle qui m'a étranglé. C'est pris le rêve, maintenant c'est la réalité. On l'a écouté, on l'a licencié, ma collègue. Ma collègue est partie. Après quelques jours, que font les syndicats, que fait le personnel? Ma collègue est partie. Après 3 jours, il parle de médecin. Oh, le médecin est venu, il m'a tiré les cheveux, il m'a mal examiné. On traite la dame, hein, elle est Alzheimer. Mais pour ma collègue l'aide-soignante, elle n'était pas Alzheimer. Tout ça, là, on devait nous écouter. On a l'amour de notre travail, on aime bien ce travail vraiment, comme je dis, c'est un bon travail de toucher les patients, de discuter, mais on pense à nous qu'on devait nous écouter. Ça, c'est nous décourager. Quand on ne nous écoute pas, ça nous décourage. Alors, vous allez avoir la parole. Alors, la voix de la sagesse et de la liberté. J'aimerais bien articuler le titre de votre ouvrage, Les univers et les êtres, avec tout ce que l'on entend là. Vos commentaires? Ah oui, justement, ça cadre avec ce que je voulais poser aussi comme question à Marie, parce qu'elle a parlé d'un traitement différent entre l'aide soignante et le médecin. Bon, ce que je voulais comprendre, Anne-Marie, c'est la différence de niveau social, parce qu'elle est soignante, ou bien c'est une différence de race. Des fois, les deux se superposent, non? Dans les deux. Des fois, les deux se superposent, même s'il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de médecins blancs, les soignantes noirs. Oui, bon, il n'y a pas que les blancs, les noirs, il y a toute l'immigration. Mais alors, oui. au-delà de ce clivage, hein, parce que ce n'est pas qu'une question de blanc, de noir, des aides-soignantes qui ne sont pas noires, vous raconterez certainement la même chose, parce que quand on n'a que 2 bras et qu'il faut s'occuper de 23 patients, c'est pas la couleur qui fait la différence, c'est qu'on a une charge de travail, et comme dit monsieur, que font les syndicats. Bon, alors, sur la perception, parce que, mesdames, elles disent, il faut qu'on nous écoute, mais ça n'est même pas tant qu'il faille écouter les aides-soignantes, il faut peut-être qu'on soit à l'écoute des besoins des patients. Et là, on parlait beaucoup des personnes âgées. Si on est à l'écoute de l'individu et de ce dont a besoin l'individu en souffrance, en état de handicap, en fin de vie, par exemple,
peut-être qu'on va aborder les choses autrement. Mais est-ce que les sociétés aujourd'hui sont à l'écoute des univers et des êtres? Non, mais je dirais qu'on est beaucoup plus égoïste aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle de la voie de la sagesse et de la liberté. C'est-à-dire, on a besoin d'une sagesse. La sagesse, c'est quoi? La considération de l'autre. Donc, si on considère l'autre, si on considère la valeur de l'autre, je pense que même dans le système hospitalier, ce serait trop différent. Parce qu'on est beaucoup plus axé sur le système économique, sur l'argent, sur le capitalisme, sur la rentabilité. On laisse l'être. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'économie tourne autour de l'argent et non de l'être humain. Si ça tourne autour de l'être humain dans le système hospitalier, on devait donner beaucoup plus de la valeur et de la considération aux malades. Si on donne la valeur aux malades, ça veut dire que par ricochet, les aides-soignants seront beaucoup plus considérés. Leur métier est dévalorisé parce qu'on dévalorise l'être humain. Voilà, c'est un peu dans ce sens que je parle de la sagesse. Parce que la sagesse n'est pas la connaissance. La sagesse, c'est le rapport qu'on a avec l'autre. C'est dans ce rapport, cette façon de comprendre l'autre, cette façon de satisfaire les besoins de l'autre, c'est ça la sagesse. C'est ça qu'on devait considérer dans notre société, au lieu de tourner autour de l'argent. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Alors, voilà ce qui a été dit par la personne qui est en retraite. Et vous qui êtes encore sur le pont, que voulez-vous rajouter? Moi qui suis encore sur le pont, c'est que je voudrais rajouter que vraiment, si c'est les syndicats qui nous entendent, ou si les gouvernements, ou que sais-je encore, les gens compétents qui nous entendent, qui suivent cette émission en ce moment, qu'ils puissent leur donner les moyens efficaces et efficients en fait d'accompagner ces gens-là, comme j'avais dit tout à l'heure, qui ont aussi beaucoup donné dans leur vie, qui ont aussi travaillé, quel que soit leur domaine. Ils ont donné aussi, ils attendent aussi de recevoir aussi un traitement qui est un peu aussi normal, un traitement qui va leur faire du bien. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, là, j'ai rencontré un ancien médecin qui m'invite, j'étais en train de le soigner, pardon. Il me dit, quand vous aurez un moment, est-ce que vous pouvez passer dans ma chambre? Je voudrais vous montrer les photos de ma famille. Je dis, en tout cas, l'avant me dit, c'est déjà juste parce qu'il y a des toilettes, il y a l'installation, il y a tout, je ne pourrai pas, mais dès que j'aurai un petit moment, je passerai quand même l'après-midi, comme ça on pourra regarder les photos ensemble. Alors l'après-midi, je me suis arrangée, je suis partie le voir, justement pour regarder ses photos. Il m'a parlé un peu de sa vie, ce qu'il a fait, et comment il s'est retrouvé en Algérie, et comment il est retourné en France. Il m'a parlé de ses enfants, de sa famille, de son métier, de tout ce qu'il a, de son vécu, si je peux globaliser ça comme ça. Je n'ai pas passé 30 minutes dans sa chambre, mais moins de 30 minutes. Et en sortant, il me dit, si vous saviez combien je suis heureux que vous preniez du temps pour m'écouter. Ça m'a fait du bien, ne fût-ce que ça. Et il me posera encore la question, est-ce que je vous vois encore demain? Vous pouvez faire ça avec une seule personne, mais il y a l'autre ceux qui en ont besoin. Mais si les moyens ne sont pas là, comme M. Delair disait tout à l'heure, il faut valoriser tout le monde. Des deux côtés, dans les deux sens, valoriser et les soignants et les personnels. Et souvent, on a tendance aussi, et même si on ne sait plus, on dit qu'il y a trop de boulot et tout, peut-être l'un, on peut l'écouter, mais pas l'autre. Il y a parfois aussi, quelquefois, on peut parler de 2 poids et 2 mesures. Donc voilà. Alors, M. Barikou, pensez-vous que si les syndicats ne se bougent pas encore ou pas encore suffisamment, peut-être que les familles pourraient servir de relais? Parce que les familles sont bien plus concernées que les établissements hospitaliers par leurs proches qui sont dans ces établissements, qui sont en contact avec les aides-soignantes. Peut-être que si les familles se mobilisent, peut-on espérer que les choses changent d'une part? Et puis, quand on dit famille, c'est vous et nous et ceux qui nous regardent, on finit un jour, malheureusement, par être malade et malheureusement par avoir besoin, même ce monsieur qui était médecin, quand il devient patient, il se rend compte, il mesure quelle est l'importance des aides-soignantes. Pensez-vous que la mobilisation puisse venir de là? Non. Et je vous dis tout de suite pourquoi non. Quand on parle, par exemple, des problèmes qu'il y a en France, qui sont moins importants qu'ailleurs, mais qui sont quand même énormes, on s'en prend au voisin, qui est différent. Alors, sur les familles, c'est tellement facile. Ces familles qui, bien souvent, en plus, dans certains arrondissements de Paris, sont très aisées, ne connaissent pas la vraie vie. Comment voulez-vous que ces gens-là s'en prennent pas? C'est simple, ils s'en prennent à l'aide-soignante. Au lieu de s'en prendre à qui? À la direction. Pourquoi, vous, la direction, vous ne mettez pas plus de personnes? Alors on va me dire, c'est la crise, on va me dire, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. D'abord,
il y a suffisamment de chômeurs. Il n'y a pas 3 millions de chômeurs, comme le dit le Premier ministre. Hein. Il y a 5 millions de chômeurs en France. C'est que moi, un précaire, un CDD, pour moi, c'est un chômeur en puissance. Bon, déjà, il y a 5 millions. Et puis alors, on va me dire, il n'y a pas de sous, mais faisons payer ceux qui sont 440. Faisons-les payer. Faisons-les payer ce qu'ils nous doivent déjà, parce que c'est nous les ouvriers qui avons créé les richesses. Et puis en plus de ça, il n'y a pas de sous en France, mais au lieu de fabriquer des armes pour que dans les pays notamment d'Afrique, ils se cassent tous la figure, pendant ce temps-là, on en tire la gloire, eh bien l'argent pour fabriquer des armes, qu'on le mette dans le monde médical, puisqu'on est dans un pays plus de salaire. Hein, bah oui, plus de personnes. Vous avez le mot de la fin, Jean Delaire, la voix de la sagesse et de la liberté. Tout ce qui a été dit finalement, c'est sagesse et liberté, c'est de la sagesse et de la liberté qu'il faut, non? Oui, bien sûr, c'est la sagesse. Lorsqu'on a la sagesse, elle englobe tous les domaines de la vie. Ça, c'est clair. C'est pour ça que, pour moi, le mot sagesse et liberté sont fondamentaux. Donc, voilà, il ne faut pas oublier cette façon de voir le monde, cette façon d'appréhender les êtres. Parce que si on néglige l'homme, si on néglige l'être humain, on néglige son propre avenir. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence à tous les quatre. Votre livre est aux éditions La Bruyère. Merci, monsieur l'essayiste. Merci à vous, mesdames, pour votre témoignage. Merci pour votre présence, monsieur. Rendez-vous dans nos programmes prochains. Vous l'avez compris, il faut se mobiliser. Au revoir.